Merci. Merci. Merci d'accueillir nos impétrants. À présent, mesdames, messieurs, l'hymne national du Sénégal. Je vous demande vraiment d'applaudir encore plus fort cette fanfare composée d'anciens militaires, d'anciens policiers qui refusent d'aller à la retraite, qui sont juste en retrait. Merci, messieurs, merci beaucoup. Auditeurs debout, en chemin vers la gloire, nous sommes tout très bas, ta pétage et gloire, ponctualité, rigueur, assiduité, ta loi, discipline, dévouement, respect de la foi. D'un chemin en main, quelle brillante carrière, l'excellence est au bout de l'effort. Voici la vocation du centre, Tréma, Tréma, Tréma. Formé pour servir avec abnégation et rigueur de la mission, l'équipe à sa cargaison, tu sais très bien le faire dans la verve, la transport, l'enthousiasme et la raison. Un chemin en main, quelle brillante carrière, l'excellence est au bout de l'effort. Voici la vocation du centre, Tréma, Tréma, Tréma. Fervent auditeur, sur le chemin de la gloire, amène de ta foi pour le travail bien fait du centre Tréma. T'as fait trajectoire pour toujours réaliser le travail parfait. D'un chemin en main, quelle brillante carrière, l'excellence est au bout de l'effort. Voici la vocation du centre, Tréma, Tréma, Tréma. Bravo et merci pour cette très grande première de la chorale du centre Tréma. Merci. Comme quoi les professions maritimes peuvent être aussi artistiques. Bravo. Bravo. Bravo.
Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les invités, chers impétrants, je dois d'abord vous présenter au nom du Centre Trémar toutes nos excuses pour le retard accusé au démarrage de cette cérémonie. Il s'est passé que la République est à Ziguinchor. Les ministres, qui sont de toute façon de tout cœur avec nous, ont voulu venir pour assister à cette cérémonie. Le ministre, évidemment votre ministre de tutelle, le ministre également de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale, tous les ministres qui ont plus ou moins rapport avec le secteur. Mais Ziguinchor, ce n'est pas la porte d'à côté, ils ont tout fait. On a attendu comme on a pu. Ziguinchor, c'est Ziguinchor. Ils sont là de tout cœur, mais évidemment, il ne faut pas être physiquement présent. Mais, encore une fois, ils sont là de tout cœur. Et je voudrais vraiment, à cause de tous les efforts qu'ils ont déployés, qu'on les applaudisse très fort pour leur dire merci d'avoir essayé de nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est une grande fête, pour au moins 2 raisons. La première, vous le savez, vous avez vu nos impétrants qui vont donc recevoir leur diplôme tout à l'heure, mais il y a aussi que le Centre Trémar fête ses 22 ans d'existence. Alors, face à cette situation, évidemment, on peut se poser peut-être 2 questions. Certains diront 22 ans déjà, parce que, évidemment, on se rappelle encore les premiers vagissements du bébé et la passion est toujours là, c'est comme si c'était hier. Mais quand on regarde les résultats, quand on regarde tous ces professionnels, toutes ces compétences qui essaiment non seulement au Sénégal, mais un peu partout en Afrique, on est en droit de se dire également seulement 22 ans pour tous ces résultats. Et pour cela également, pour toute l'équipe de Trémar, je demande des applaudissements très forts pour tous ceux qui étaient à l'origine et ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que pour ceux qui sont là aujourd'hui, M. Ousmane Touré et son équipe, à force de les fréquenter, je sais maintenant que ce qui les intéresse, ce n'est pas regarder dans le rétroviseur, ce qui les intéresse, c'est regarder encore plus loin, voir ce qu'il faut faire de mieux, ce qu'il faut faire encore. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il y a tant de jeunes gens dans la salle. Ce sont les futurs auditeurs. C'est Madame Sow. C'est la mémoire, mais quelquefois elle me pique mes papiers. Ce n'est pas possible. Alors, évidemment, la cérémonie va se dérouler sur ce schéma-là. On va rendre hommage à tous les past directeurs du port, COSEC, ANAM et également de Trémar. On va également, évidemment, c'est la fête, on va donc remettre un certain nombre de trophées et de cadeaux. Et on va également remettre les diplômes, puisque c'est ça finalement le clou de la cérémonie. Mais sans plus tarder, j'ai demandé à M. Ousmane Touré, directeur du Centre Trémar, de bien vouloir venir pour son allocution de bienvenue sous vos applaudissements. Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, honorables députés, Monsieur le représentant des corps diplomatiques accrédités au Sénégal, Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du président de l'Université Côte d'Opale de Dunkerque, Monsieur le président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, Monsieur le président du Conseil d'administration du port, Monsieur le président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes, Monsieur le représentant du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Monsieur le représentant du directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, Monsieur le représentant du directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs de sociétés et de services, Mesdames, Messieurs les invités, chers professeurs, chers étudiants et élèves, chers récipiendaires, c'est pour moi un honneur, une grande fierté en ces moments solennels de communion, de prendre la parole au nom de toute l'équipe pédagogique du Centre Trémar pour souhaiter à cette auguste assemblée la bienvenue à l'occasion de la présente cérémonie
marquant la sortie des promotions 2011, 2012 et 2013 du Centre Train-Mar de Dakar dans le cadre du partenariat le liant à l'Université du littoral Côte d'Opale. Ces éminentes personnalités de la sphère politique, diplomatique et du monde universitaire, professionnel, ainsi que des parents et amis qui, malgré les contraintes liées à leur charge, ont bien voulu répondre à notre invitation pour célébrer avec nous ces grands moments de partage. Votre présence, mesdames, messieurs, nous conforte et nous réconforte et constitue pour nous un encouragement à persévérer davantage dans notre quête de l'excellence. Elle témoigne surtout de l'intérêt que vous portez au projet Train-Mar, tant dans sa dimension conceptuelle que dans ses perspectives de développement. Notre émotion est grande, notre joie immense, et je voudrais, au nom de toute l'équipe du Centre Train-Mar, vous en exprimer toute ma gratitude. Soyez-en tous remerciés. La présente cérémonie est certes la fête des étudiants, puisque ces messieurs et dames qui sont à l'honneur ce jour et que nous fêtons aujourd'hui ont eu ce mérite d'accomplir un sacerdoce, celui de renforcer leurs capacités au service de l'intérêt général et dans l'optique de devenir des cadres dont notre continent a besoin pour mieux se positionner sur l'échiquier économique mondial. La cérémonie de graduation de cette année est également un prétexte pour les retrouvailles de tous les acteurs de la communauté portuaire et du secteur de la logistique en général, parce qu'elle coïncide avec le 22e anniversaire de notre institution. Faire de Dakar le pôle majeur du rayonnement de la formation maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre, telle était la mission assignée au Centre Train-Mar de Dakar par la CNUSED et l'arrêté ministériel de 1992 portant création du Centre Train-Mar de Dakar. Pour l'atteinte d'un tel objectif, nous avons d'emblée opté pour une stratégie de différenciation en nous appuyant sur un triptyque spécialisation, ouverture et innovation permanente. Spécialisation de notre offre essentiellement tournée vers les métiers de la supply chain, du transport maritime et du commerce international, ouverture du centre aux entreprises du secteur, mais également aux universités afin de valoriser les acquis de l'expérience à la faveur de la formation qualifiante. Ouverture ensuite à la sous-région pour marquer toute notre volonté d'intégration de notre institution. Innovation enfin pour anticiper les bouleversements institutionnels de la chaîne logistique et des activités maritimes en adaptant en permanence notre offre de formation au caractère contingent de notre monde qui est très concurrentiel. Ainsi, de sa date de création à ce jour, le Centre Train-Mar de Dakar élabore et exécute régulièrement des programmes de formation qualifiante et continue répondant aux besoins des opérateurs économiques, tous secteurs confondus. Dans le double souci de mise en cohérence de son offre de formation avec les besoins des entreprises et celui de contribuer par la même occasion au désengorgement de nos universités, le Centre Train-Mar s'est engagé depuis 2002 dans des partenariats avec des universités françaises, d'abord avec celle de Lille 1 et depuis 2008 avec celle de l'université de Dunkerque, précisément l'université du littoral Côte d'Opale. Et ceci dans les filières management logistique et transport et celui du management portuaire et maritime. Je saisis cette occasion pour saluer et me réjouir de la présence parmi nous des responsables de la délocalisation de l'ULCO à Dakar. Je veux nommer M. Joël Moulad, ici présent. M. Teddy Zonken, qui est devant nous. Et M. Pierre McKen, qui tout à l'heure nous gratifiera de son discours d'usage. Ces derniers ne ménagent aucun effort pour maintenir à des standards de qualité assez élevés l'offre de formation Train-Mar, et il va sans dire qu'ils partagent nos soucis, mais également nos ambitions de répondre en permanence aux attentes de nos bailleurs, de nos auditeurs et de nos tutelles respectives. En se donnant comme slogan la formation au cœur des échanges,
le centre Train-Mar de Dakar a très tôt compris que la meilleure manière d'accompagner les décideurs et les chefs d'entreprise, ainsi que les opérateurs économiques par le biais de la formation, était d'opter pour une spécialisation dans des filières transversales telles que celle de la logistique ou du management maritime, domaines dans lesquels les entreprises rivalisent aujourd'hui d'ingéniosité pour gagner la bataille de la compétitivité en termes de maîtrise des coûts, des délais, des flux financiers ou d'informations. Le choix de ces filières n'est pas fortuit. Il dénote la proactivité de notre école et sa préoccupation permanente à suivre de près l'évolution des besoins de formation de pointe. Monsieur le directeur de cabinet, chers invités, l'Afrique bouge et le Sénégal avec. La compétitivité de nos économies connaît des avancées certaines qu'il convient de consolider par des investissements certes structurants, mais également et surtout par un développement qualitatif soutenu des ressources humaines de notre continent. Nous sommes d'autant confortés dans nos choix que le plan Sénégal émergent, qui constitue le socle de développement économique de notre pays pour les années à venir, couvre des chapitres consacrés aux infrastructures, à la production agricole, industrielle et également au domaine du transport, secteur largement tributaire des concepts et outils offerts par la logistique pour leur mise en œuvre efficiente. Notre conviction est d'autant plus forte que notre action se situe en droite ligne de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui, dans le cadre du programme décennal de l'éducation et de la formation, a défini les contours et fixé les grandes orientations du développement des ressources humaines par la qualification. La délocalisation des diplômes universitaires français au Sénégal constitue une innovation majeure dans l'enseignement supérieur, puisque le Centre Train-Mar est la première institution de la sous-région à avoir lancé ce type de partenariat. En mettant sur pied ces programmes qui s'inscrivent dans le cadre du système LMD, le Centre contribue également à l'intégration africaine, car, outre les auditeurs sénégalais, beaucoup de ressortissants d'États de l'UEMOA ainsi que de ceux de l'Afrique centrale y sont régulièrement inscrits. Il me plaît également de souligner que beaucoup de nos anciens auditeurs, dont certains sont ici présents, je les salue au passage, ces anciens auditeurs donc occupent aujourd'hui de hautes responsabilités au Sénégal et partout dans la sous-région. Ils constituent un véritable motif de fierté et une richesse inestimable pour notre centre à travers les opportunités de stage et d'emploi qu'ils offrent à nos étudiants, mais également par le parrainage des cas sociaux en finançant leurs études et également par le sponsoring et l'animation de conférences afin de partager leur expérience dans les métiers qu'ils exercent avec nos auditeurs. Je les remercie infiniment pour leur disponibilité et leur engagement permanent à notre côté. Fidèle à sa volonté de diversifier son offre de formation et à sa démarche anticipatrice, le Centre Train-Mar a développé et lancé, en marge de ses formations délocalisées, des programmes portant sur la filière officier de port et maître de port. Ces catégories socio-professionnelles sont appelées à servir dans les démembrements de l'État pour veiller à la mise en œuvre effective des aspects régaliens dans l'exploitation de nos ports. Aujourd'hui, le constat est fait que ces cycles de formation existent peu en Afrique et que les agents en nombre très insuffisant qui l'exercent encore sont pour l'essentiel en fin de carrière, notamment dans les ports secondaires sénégalais. La première promotion des élèves maîtres de port ici présente, que je salue au passage, a démarré depuis 2013 et pour une durée de 3 ans. Je saisis également cette occasion pour saluer et remercier encore une fois le ministère de la Pêche et des Affaires maritimes, ainsi que celui de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, pour avoir bien voulu signer l'arrêté interministériel autorisant notre centre à ouvrir les dites filières. À ces remerciements, j'associe également l'École nationale de formation maritime qui nous accompagne dans un esprit de complémentarité dans le déroulement de ce programme, aussi bien sur le plan logistique
que sur le plan pédagogique par la mise à disposition d'experts et de professeurs compétents. En perspective, il s'agira dans la foulée de finaliser le projet de formation portant sur la filière administrateur des affaires maritimes. Les curricula rattachés à cette filière ont été déjà validés par un comité scientifique regroupant l'ensemble des acteurs du secteur, l'ANAM, le port, le COSEC, l'ASMAR, l'École nationale de formation maritime et bien sûr le centre Trenmar. Il demeure entendu que la mise en œuvre et la mise en perspective de ce schéma de diversification de notre offre devra s'accompagner d'un plan de réaménagement et d'extension des locaux du centre afin que le dispositif d'accueil soit à la mesure de la notoriété grandissante de notre école. Les projets de réaménagement y afférents ont été déjà soumis à l'examen bienveillant des autorités compétentes. Si notre établissement a pu engranger tous ces acquis, c'est grâce aux précieux appuis institutionnels dont il a toujours bénéficié de la part du ministère de tutelle, mais surtout des structures telles que le port, le COSEC ou l'ANAM que nous fêtons aujourd'hui à travers ces parrainages. Le schéma de parrainage institutionnel retenu donc pour la présente cérémonie se justifie dès lors amplement puisqu'il s'agit pour nous de mettre en exergue le rôle prépondérant de ces trois structures dans la bonne marche de notre projet Trenmar. Qu'il me soit alors permis de remercier les anciens directeurs généraux ici présents, qu'ils soient du port, du COSEC et de l'ex-marine marchande, qui ont été les véritables pionniers du projet Trenmar à partir des années 90. Grand merci également aux actuels directeurs généraux de ces structures pour leur engagement et leur constante sollicitude à l'endroit du centre Trenmar. Je dois reconnaître que ces structures ne nous refusent rien. Non seulement ils nous abritent, ils nous financent, mais ils nous accompagnent dans nos démarches aussi bien commerciales dans la sous-région que dans tous nos projets de développement. C'est le lieu de les saluer et de les remercier vivement. Mes remerciements vont également aux consultants et professeurs dont la qualité des interventions est appréciée de tous nos étudiants, aussi bien des professeurs qui nous viennent des universités françaises que les experts et professionnels sénégalais qui nous donnent le goût de l'accompli à travers leurs interventions quotidiennes au niveau de notre école. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter le personnel du centre, l'amicale des étudiants du centre Trenmar, qui a organisé cette manifestation à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui et qui ont pris en main cette organisation en mobilisant les écoles, les parents, les autorités et en se déplaçant jour et nuit sans se fatiguer pour que cette fête soit belle. Je vous prie de les applaudir très fort au nom du personnel du centre Trenmar. En parlant du personnel du centre, je voudrais surtout rendre un hommage appuyé à Mme Fatou Bintou Rassoul Sow, qui fut mon assistante jusqu'au 26 février 2014, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Compétence, rigueur, disponibilité, élégance, générosité dans l'effort, dévouement, perfectionniste à l'extrême, en somme, une référence, une assistance dont rêverait tout manager pour caractériser cette grande dame qui a toujours fait la fierté du centre Trenmar, la maman des enfants. Madame, j'imagine votre bonheur. Vous imaginez également notre tristesse de vous voir partir. Mais cette retraite est bien méritée puisque vous partez avec un sentiment du devoir accompli. À travers le centre Trenmar, vous avez rendu d'excellents services au Sénégal. Et à ce titre, et au nom de toute l'équipe pédagogique, je vous exprime toute ma reconnaissance, ma profonde gratitude et vous souhaite un repos à la dimension de votre carrière exemplaire. Avant de conclure et après avoir remercié les chefs d'entreprise qui ont toujours fait confiance au centre Trenmar
en nous accueillant dans leurs locaux pour des stages de renforcement, en acceptant d'envoyer leurs employés dans notre institution, je voudrais, au nom de l'équipe également pédagogique, vous dire un grand merci et espère que cette collaboration, ce partenariat institutionnel se pérennisera à l'avenir. Chers récipiendaires, vous êtes honorés de recevoir aujourd'hui vos diplômes devant vos parents, vos amis, mais vous devez être fiers aussi d'avoir comme parrain de grands établissements nationaux tels que l'Agence nationale des affaires maritimes, le port autonome de Dakar, le Conseil sénégalais des chargeurs, dont les managers, malheureusement absents ce soir, sont en train de mettre en œuvre la vision du chef de l'État à travers les structures qu'il dirige. Mon souhait le plus ardent est que vous vous appropriez leur ambition et surtout leur obsession à tirer ces trois entreprises du secteur maritime vers la voie de l'excellence. Il est venu pour nous le temps de nous séparer, certes avec beaucoup de tristesse parce que la vie des institutions et des hommes est ainsi faite. Un cycle se termine, un autre va commencer pour vous. Certes, je vous quitte avec beaucoup de tristesse, tellement j'ai apprécié votre compagnonnage et votre implication sans retenue dans la vie du Centre Trainmar. Malgré tout, nous resterons unis par des liens très forts, des valeurs de partage et de solidarité qui sont chères à notre école. Alors, chers amis, soyez confiants et à l'esprit que nul autre que vous ne sera en mesure de relever les défis de notre cher continent, puisque la qualité de la formation qui vous a été dispensée dans ces filières au niveau de notre école, cette qualité est, disais-je, porteuse de réponses appropriées aux préoccupations du tissu économique sénégalais et africain. Tout en vous félicitant à nouveau, je vous encourage à demeurer dans la voie de la performance pour votre avenir personnel et surtout pour l'intérêt supérieur de notre Afrique émergente. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur. Nous sommes également dans une activité académique, scientifique, et nous allons, de ce point de vue, écouter également le discours d'usage qu'on a coutume de prononcer dans ce genre de circonstances. Et c'est un très digne représentant de l'université partenaire, ULCO, qui va nous délivrer ce discours d'usage. J'appelle le professeur Joël Moulade. Bien, donc comme vous le remarquez, je ne suis pas Joël Moulade, nous nous serions transformés, ce serait étonnant. Bien, donc je ne vais pas faire la litanie de toutes les personnalités de la salle, je dirai tout simplement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne soirée, bienvenue. Et je vais essayer en quelques mots de vous présenter l'évolution de la logistique. Vous montrer que la logistique, ce n'est pas du transport. Le transport, c'est une partie de la logistique. Et que la logistique est devenue l'élément le plus important aujourd'hui dans l'organisation de nos entreprises. Si on fait très rapidement, comme le veut là aussi la tradition, un rapide historique, la logistique trouve traditionnellement son origine dans l'art militaire. Comment une armée peut-elle ou doit-elle organiser sa progression ? C'est-à-dire encore faire en sorte que les hommes, l'armement ou les munitions et l'intendance aillent à la bonne vitesse pour qu'elles soient opérationnelles, l'armée. Je vais un peu vite parce que je vais essayer de rattraper une petite partie du retard. Pour certains, logistique a comme racine le mot grec logistéo, signifiant administrer. Selon le Larousse, logistique provient du qualificatif grec logistikos, qui signifie relatif au raisonnement. Donc cela veut dire que lorsqu'on fait de la logistique, on fait appel à des fonctions hautement intellectuelles de l'homme.
Au cours des siècles, la perception de maîtriser correctement les flux a toujours été claire, en particulier, comme je l'ai dit précédemment, en ce qui concerne le domaine militaire. Déjà, Vauban affirmait que l'art de la guerre, c'est l'art de subsister. C'est pourquoi la logistique a pris une place croissante dans la pensée militaire au cours de l'histoire. L'institution militaire a ainsi constitué un premier corps de connaissances dans ce domaine, la gestion de flux. La pensée de la logistique civile s'est construite en parallèle à la pensée de la logistique militaire, du fait de finalités différentes. Mais si j'en avais le temps, je pourrais vous donner de nombreux exemples de ce parallélisme entre les progrès de la logistique militaire et les applications dans la logistique civile, ne serait-ce que le GPS, par exemple. Cependant, les problèmes de base, donc, de la logistique militaire ou de la logistique civile, restent les mêmes. Fournir au bon moment, au bon endroit, le bon produit, avec la bonne qualité et au meilleur coût. Ceux qui m'ont eu le savent, bien évidemment. C'est au début du XXe siècle que les premières références sur la logistique ont été identifiées, surtout dans le domaine économique, bien sûr, mais ce n'est que vers le milieu des années 70, donc c'est-à-dire très récemment. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous n'étiez point nés, mais pour d'autres, malheureusement, si, qu'aux États-Unis et ensuite, au début des années 80 en Europe, que la prise en compte de la logistique est intervenue. Préalablement, on parlait davantage de marketing, de transport. Cependant, les premières réflexions ont été menées au début du XXe siècle quant aux opérations de distribution physique des produits agricoles. Comment s'organiser pour distribuer des produits périssables? Dans les années 20, un certain nombre d'écrits ont trait au rôle de la logistique dans la distribution physique des produits avec la mise en œuvre de méthodes mathématiques pour calculer le meilleur chemin, la solution la plus efficace. À partir des années 70, la logistique commence à être considérée comme un domaine à part entière de la gestion pour les enjeux stratégiques et ses problèmes organisationnels. À la fin des années 70, la logistique est appréhendée comme un processus qui englobe l'ensemble des activités qui participent à la maîtrise des flux physiques de produits, à la coordination des ressources et des débouchés, en cherchant à obtenir un niveau de service donné au moindre coût, selon Esquette, dans la logistique, élément clé de la stratégie. Le grand maître à penser, Michael Porter, va alors identifier la logistique comme un avantage concurrentiel possible pour les entreprises, faisant référence à Ricardo ici. À partir de là, la pensée logistique française va suivre celle de la logistique, donc la pensée de la logistique américaine. Parallèlement à cette évolution, au cours des années 70, la pensée va s'orienter vers les différentes techniques de gestion de stock, de prévision, de conception, de réseau de distribution physique. Le concept de fonction logistique commence alors à émerger. Elle, la logistique, prend une dimension fonctionnelle et organisationnelle selon Lambiotte dans la fonction logistique de l'entreprise. La logistique, donc, à partir des années 80, à la suite de Michael Porter, correspond à une approche stratégique et organisationnelle de l'activité économique. Elle englobe une approche marketing, une approche transport, production, distribution de l'activité. Les années 80-90 sont caractérisées par un renversement de la relation entre l'offre et la demande. Jusque-là, la demande suivait l'offre car les capacités globales de production étaient insuffisantes pour satisfaire la demande globale. Avec l'émergence de nouveaux participants aux échanges, donc problèmes de transport internationaux, le Brésil, la Chine, la CEI, et le développement des flux d'investissement internationaux, les IDE, les capacités potentielles globales de production tendent à devenir supérieures à la demande. La concurrence internationale devient plus intense. Le client devient alors effectivement roi. Il est alors urgent de prendre en compte les exigences du client tout en restant extrêmement compétitif. Une nouvelle donne apparaît. Comment satisfaire la demande des clients qui veulent une personnalisation de plus en plus poussée des produits tout en maintenant la profitabilité? La gestion de la chaîne logistique devient un outil stratégique de différenciation. Il s'agit non seulement de répondre aux exigences du client, mais aussi à celles des financeurs qui exigent une rentabilité financière maximale. La facilité de transférer les capitaux d'un point à l'autre de la planète met en concurrence les entreprises
quant à leur rentabilité financière et aux profits qu'elles distribuent. Il est donc nécessaire pour elles de contrôler leurs coûts logistiques, d'améliorer la performance de leurs services clientèle, d'augmenter la valeur de ce qu'elles offrent à leurs clients pour conduire à une meilleure rentabilité. Depuis une vingtaine d'années, le concept de supply chain management ou de gestion globale de la chaîne d'approvisionnement en français a été développé. L'idée consiste à exprimer le fait que toutes les entreprises, tous les services ou ateliers d'une entreprise qui concourent à la réalisation d'un bien ou d'un service sont solidaires. Ils dépendent l'un de l'autre. Ils constituent les maillons d'une chaîne globale. Il est donc nécessaire de faire en sorte que chacun de ces maillons réponde à des critères de qualité, de coût, de respect des délais, pour que le maillon suivant réponde à son tour aux mêmes caractéristiques afin que la chaîne globale réponde elle aussi aux exigences du client final. De plus, du fait de la concurrence croissante entre tous les acteurs de l'économie, il est nécessaire d'optimiser tout le processus de production pour atteindre des coûts suffisamment compétitifs. Il apparaît nécessaire de faire en sorte que chaque maillon soit créateur de valeur ajoutée. Si ce n'était pas le cas, alors cela signifie que ce qui a été fait au niveau d'un maillon n'apporte rien, ne crée aucune richesse supplémentaire. Cette activité est donc inutile. Il faut alors se poser la question de l'utilité de ce maillon. Ne peut-on le remplacer par un autre plus efficace? Ne peut-on sous-traiter l'activité correspondante? Il s'agit alors d'externalisation, mot bien connu aujourd'hui. D'où le recours croissant, j'ai presque fait, d'où le recours croissant à des sous-traitants qui produisent en grande quantité des biens pour plusieurs donneurs d'ordre et réalisent alors des économies d'échelle. Le système logistique comprend l'ensemble des ressources physiques, des infrastructures informatiques, des personnes et des procédures qui rendent possible les flux de biens et la transmission d'informations depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'au point de consommation, c'est-à-dire l'utilisateur final. On peut distinguer la logistique interne, ce qui concerne la production, la logistique externe, ce qui se passe en aval, en amont, le marketing, la vente, les services après-vente. La logistique constitue un ensemble d'éléments qui va donner ce que donc Michael Porter appelle l'avantage compétitif ou l'avantage concurrentiel. La logistique aide et contribue à créer et maintenir un avantage compétitif pour l'entreprise. Le contrôle des coûts et l'amélioration des performances du service client augmentent la valeur de ce qu'offre l'entreprise à ses clients et conduit à une meilleure rentabilité. On peut résumer la logistique à 4 questions. Quoi produire? Où produire? Quand produire? Comment produire? De la précision des réponses découlera la satisfaction du client. Il faut également optimiser la fonction logistique pour éviter un coût prohibitif, mais aussi pour répondre aux demandes, aux exigences des propriétaires qui veulent aussi du capital bénéficier de ces profits. Les conséquences, vous les connaissez bien, c'est la minimisation des stocks, la sous-traitance, la flexibilité, exercice difficile, c'est-à-dire être capable de s'adapter aux variations de la demande, au goût des clients, l'internationalisation, puisque de plus en plus les entreprises sont multinationales, la financiarisation de notre économie, accompagnant la mondialisation, aboutit à ce que l'on peut qualifier d'une économie monde. L'organisation de la logistique peut aujourd'hui être considérée comme un investissement. Les dépenses organisationnelles permettent d'augmenter les résultats des entreprises qui les ont mises en œuvre, et ce sur plusieurs périodes. En conclusion, la logistique devient le fer de lance de toute activité économique. Il est impérieux d'avoir un avantage compétitif sur nos concurrents. L'entreprise doit donc en permanence chercher à optimiser son activité, car la concurrence est aujourd'hui mondiale et généralisée. Je vous remercie. Merci, professeur. Alors, les auditeurs, les anciens des présents, auront rectifié. Pour les autres, il s'agissait bien du professeur Pierre McCain et pas du professeur Joël Moulade. Alors, ça, c'était un peu la partie scientifique. Quand même, c'est une cérémonie sérieuse.
c'est également une personnalité très sérieuse que j'ai appelée maintenant, qui va livrer un autre type de discours qui n'est pas mal, ma foi, dans son genre non plus. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir maintenant le grand Ousseynou Bijiji. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Je ne vous entends pas, ça va? Voilà, bienvenue, c'est moi qui vous dis bienvenue. Oh, ça va là? En haut, ça va? Vous êtes des Gabonais? Alors, ce soir, vous avez la chance d'avoir en face de vous un milliardaire en pensée. C'est-à-dire que je sais tout ce que vous ne savez pas. Et aujourd'hui, je vais vous dire des choses que vous ne verrez jamais, jamais sur Terre. Par exemple, les Gabonais, qu'est-ce que vous avez mangé? Par exemple, un homme plus intelligent que Dieu, vous ne le verrez jamais, jamais, jamais sur Terre. Un Mauritanien, président de la Banque mondiale, vous ne verrez jamais, jamais, jamais cela. Un docker gambien milliardaire, vous ne le verrez jamais, jamais, jamais sur Terre. Un rat de porc en vacances dans un hôtel 5 étoiles, vous ne le verrez jamais, jamais, jamais sur Terre. Un officier de port capverdien qui n'est pas ivre la nuit du 31 décembre, vous ne le verrez jamais, jamais, jamais sur Terre. Alors, l'autre jour, j'étais dans le bureau du directeur, M. Touré, Centre Tredmar. Mon grand-père m'a appelé, j'ai été mon portable, quoi. Alors, quand je suis sorti, il a rappelé. Quand il m'a rappelé, il m'a dit, Hossein, je t'ai appelé sur ton portable et tu n'as pas décroché. Tu présentes maintenant un autre visage. Je lui ai dit non, je ne présente pas un autre visage. C'est que j'étais au centre Tredmar. Tu as toujours été un traînard dans la vie. Je savais que tu allais être un traînard. Ça ne me surprend pas que tu sois interné dans un centre de traînard. Je lui ai dit non, grand-père, c'est pas ça. J'étais au centre Tredmar, c'est un endroit où on forme des maîtres de port. Il m'a dit, maître de port? Toi, tu n'es pas maître des élèves, tu n'es pas maître des étudiants, tu n'es pas maître des enfants, tu es maître de port. Et puis tu manges le porc. Il m'a dit, tu es dans la rue parce que j'entends beaucoup de bruit. Il faut marcher vite pour que tu rentres à la maison. Tu marches vite. Mais ce que mon grand-père ne sait pas, c'est qu'au Sénégal, tous les hommes qui marchent vite trompent leurs femmes. C'est vrai? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît un homme qui trompe sa femme. Bon, c'est normal, c'est à l'image de leur stratégie, faire tout vite et disparaître. Tous les hommes qui marchent lentement ont peur de leur femme. Et les hommes qui ont peur de leur femme, souvent ce sont ceux-là qui prennent le dernier bus de 21h. Comme ça, le temps d'arriver à la maison, les embouteillages aidant, ils vont trouver leur femme en train de dormir. Mais les patrons, ils ont trouvé la solution. Eux, ils sont toujours dans une voiture, comme ça personne ne comprendra ni la cadence de leur pas, ni le rythme de leur pas. Ils ont trouvé la solution. Il vaut mieux acheter une voiture et être toujours dedans. Alors, le saviez-vous, mesdames, 40% des noms d'hommes dans les répertoires téléphoniques de vos maris sont en réalité des numéros de femmes. Mais c'est vrai, si vous voyez dans les répertoires téléphoniques de vos maris, Karim 1, Karim 2, Karim 1 c'est un homme, mais Karim 2 c'est une femme. Si vous voyez Pape Maguette, tous les Pape Maguette sont des Ndeye Maguette. Tous les Doudou sont des Fatou et tous les Joseph sont des Joséphine. Et les maîtres de port et les officiers de port sont les plus inspirés, eux, en matière de cache-cache de numéros. Parce que quand ils rencontrent une fille du nom de Patricia Sen, ils mettent juste Patricio. Quand ils rencontrent Maria Faye, ils mettent juste Mario.
Et quand la femme lui dit « Chérie, je vois ici sur ton portable un certain Patricio et Mario. » Oui, oui, c'est des marins italiens que j'ai connus au Mont 8. Alors, je ne vais pas beaucoup mettre de temps, hein, n'est-ce pas? Saïba me fait signe. Hein? D'accord, donc je vais engager la dernière partie. Monsieur le directeur, je vais vous dire une chose. Si vous amenez les étudiants du centre d'entraînement de Dakar à une visite guidée au quai de Dunkerque pour regarder un bateau, un grand bateau, je peux vous garantir une chose. C'est que l'étudiant gabonais qui vient d'un petit pays va regarder la dimension du bateau. Parce qu'ils sont impressionnés par tout ce qui est grand. L'étudiant tchadien qui s'habille toujours 100% chinois, lui va regarder la distance du quai goudronné parce qu'il pense au talon entre des faits ou événements. Par exemple, le nom de Lincoln, 16e président des États-Unis, s'écrit avec cette lettre. Le nom de Kennedy, 35e président des États-Unis, s'écrit avec cette lettre. Ça, c'est une coïncidence. Lincoln est entré au Congrès américain en 1846, Kennedy est entré au Congrès américain en 1946, ça aussi c'est une coïncidence. Lincoln est devenu président des États-Unis en 1860, Kennedy est devenu président des États-Unis en 1960, ça aussi c'est une coïncidence. Lincoln a été assassiné d'une balle dans la tête, Kennedy a été assassiné d'une balle dans la tête, ça aussi c'est une coïncidence. L'assassin de Lincoln, John Booth, a été tué avant son procès. L'assassin de Kennedy, Lee Oswald Harvey, a été tué avant son procès. Ça aussi, c'est une coïncidence. Le président Lincoln a été assassiné dans une salle de théâtre qui s'appelle Ford. Le président Kennedy a été assassiné dans une voiture Lincoln du groupe Ford. Ça aussi, c'est une coïncidence. Le remplaçant de Lincoln comme président des États-Unis s'appelle Johnson, Andrew Johnson. Il est né en 1808, un jeudi. Le remplaçant de Kennedy comme président des États-Unis s'appelle lui aussi Johnson, Lyndon B. Johnson. Il est né en 1908, un jeudi. Ça aussi, c'est une coïncidence. La femme de Lincoln, Mary Todd, a perdu un enfant du nom de Wallace Lincoln à la Maison-Blanche pendant que son mari était président des États-Unis. La femme de Kennedy, Jacqueline Bouvier, a perdu un enfant du nom de Patrick Kennedy à la Maison-Blanche pendant que son mari était président des États-Unis. Ça aussi, c'est une coïncidence. Mais quand le président de la République du Sénégal veut une bonne politique du secteur de l'hydraulique, et choisit M. Pape Diouf, ancien cadre du centre d'entraînement de Dakar, pour en être le ministre. Mais quand le président de la République du Sénégal veut une bonne politique de décentralisation et choisit M. Youm, diplômé du centre d'entraînement de Dakar, pour en être le ministre. Mais quand les conseils d'administration d'AXA, de Maritalia, de DHL, de MLT, de DP World Djibouti cherchent des valeurs de réussite, citées dans l'hymne du centre d'entraînement de Dakar, pour nommer des directeurs généraux